Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous accueillir dans cette édition spéciale consacrée aux nouveaux enjeux soulevés par le dossier du Sahara. Le dernier discours de Sa Majesté Mohamed VI lors de la commémoration du 38e anniversaire de la Marche verte vient d'amorcer un véritable tournant, que ce soit sur le plan intérieur, pour ce qui est de l'approche socio-économique pour le développement des provinces du Sud, mais aussi au niveau international, dans la coopération du Royaume avec ses voisins du Sud et dans ses rapports diplomatiques avec l'Algérie. Autant de questions que nous allons évoquer avec nos quatre invités. Tout d'abord, à ma droite, Driss Liazami. Bonsoir, vous êtes président du Conseil national des droits de l'homme et président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Nous verrons avec vous, bien sûr, tous les développements qu'on est en mesure d'attendre en matière de préservation des libertés fondamentales dans les provinces du Sud, mais également la relation qui peut subsister et qu'il faut faire subsister entre la communauté marocaine à l'étranger et ce dossier, et les provinces du Sud et le dossier du Sahara. Également, parmi nous, Mohamed Bachir Rachidi, bonsoir. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental et nous aborderons bien évidemment le dernier rapport qui a été rendu public par le CESE sur ce nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Parmi nous également Khalid Chegraoui, bonsoir. Vous êtes professeur, chercheur à l'Institut des études africaines à l'Université Mohamed V Souissi à Rabat et vous nous parlerez notamment du rôle et de la place des provinces du Sud en tant que tremplin dans le développement de la coopération Sud-Sud, notamment avec les voisins africains du Sud du Royaume. Enfin, parmi nous, Abdelmounaïm Dilami, bonsoir. Vous êtes éditorialiste, mais également constitutionnaliste et vous nous donnerez votre analyse sur ces différents sujets. Alors, messieurs, avant d'entrer dans le fond de ce dossier, je vous propose de vous arrêter sur la forme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le ton, lors du dernier discours de Sa Majesté Mohamed VI, a été direct, un propos clair, précis, un ton ferme, notamment vis-à-vis du voisin algérien. Quelle lecture en faites-vous, Driss Liazami ? Écoutez, moi j'ai entendu un discours empreint de bout en bout de la philosophie des valeurs des droits de l'homme, de toutes les générations des valeurs des droits de l'homme, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. J'ai entendu un discours qui a réitéré, qui a renouvelé la confiance de Sa Majesté dans les institutions nationales pour aborder et adresser les principaux défis. Et ce qui nous honore, notamment le Conseil national des droits de l'homme, mais aussi qui nous donne une responsabilité pour encore travailler plus. J'ai entendu aussi un discours qui a ouvert des perspectives fondamentales à partir du rapport du Conseil économique et social de développement pour les provinces du Sud. Et c'est un tournant essentiel, c'est la capacité de notre pays, qui démontre encore la capacité de notre pays de diagnostiquer les problèmes et de les adresser. Le ton, je le disais, assez ferme, Mohamed Bachir Rachidi. Est-ce qu'il faut y voir aussi une nouvelle manière d'approcher cette question du développement des provinces du Sud ? Tout à fait. Je pense que le fait d'aborder les choses de manière claire et de manière directe et d'assumer la situation telle qu'elle est avec un diagnostic aussi objectif que nécessaire et de pouvoir apporter les réponses adéquates à la situation pour donner des perspectives et un horizon plus clair aux populations de ces provinces, c'est une approche effectivement qui est dans le sens du progrès pour le Maroc et qui permet à ce qu'on puisse construire un avenir beaucoup plus. Et ça permet aussi effectivement de dire aux voisins et même aux autres intervenants à l'échelle internationale que le Maroc est capable de se prendre en charge et qu'il n'a pas besoin d'autres pour pouvoir identifier là où il y a des problèmes et là où il y a des choses à consolider pour aller de l'avant. Justement, on n'hésite plus, Khalid Chegraoui, à désigner, à préciser, à pointer du doigt d'une certaine manière, comme on l'a vu dans le cadre du discours de Sa Majesté. Comment est-ce que ça peut être perçu à l'international vis-à-vis des voisins dans un premier temps, vis-à-vis de la communauté internationale de manière plus large ? Je pense déjà que c'est un discours empreint d'un pragmatisme politique extraordinaire, d'ailleurs qui rampe avec une certaine tradition connue dans un certain nombre de pays, disons-le dans notre gabarit, où on cache un tout petit peu les choses. Déjà le timing, à peu près 15 minutes, où on fait le diagnostic d'une situation très complexe, un environnement géostratégique très complexe aussi, et où on affronte nos réalités avec une perception assez pragmatique des choses, tout en en ouvrant le pas vers une recherche des solutions et tout en démontrant aussi que le Maroc est en phase de changer plus ou moins sa vision des choses et surtout son comportement vis-à-vis de son environnement géostratégique. Je pense que c'est une déclaration à ouvrir un débat
serein avec nos voisins afin de pouvoir établir des espaces de coopération, des espaces où on pourra résoudre un certain nombre de problèmes et non pas à en créer d'autres, du moment que c'est un espace qui vit une situation assez spéciale, assez importante. Et là, je dois quand même faire allusion à la place qu'a donnée Sa Majesté à la question africaine. L'Afrique est aujourd'hui un objectif ultime d'un certain nombre d'espaces économiques internationaux. Et je pense que le Maroc, avec ce discours, continent d'avenir. Effectivement. Et on reste sur la lancée de Sa Majesté en termes de développement de la coopération sud-sud. Dans son espace réel et essentiel. On va l'évoquer tout au long de cette soirée. Restons sur la forme un instant, Abdelmounayem Dilami. La forme, c'est d'une certaine manière un changement d'approche. On est démonstratif vis-à-vis de l'extérieur, mais on n'hésite pas aussi à regarder vers soi-même et puis à soulever les défaillances qui peuvent subsister. Tout à fait. Moi, je crois que effectivement, le temps était très ferme et clair en ce qui concerne cette intervention, et surtout parce que pour le Maroc, et cela a été dit et confirmé dans le discours, le processus, la mise en œuvre du processus d'intégration des principes des droits de l'homme dans la législation marocaine, dans la culture marocaine, est un processus qui répond d'abord à une demande interne du Maroc, la population du Maroc elle-même, pas seulement pour plaire ou briller aux yeux de nos partenaires étrangers. Évidemment, si ça sert par ailleurs sur le plan international, c'est tant mieux, mais c'est d'abord pour répondre à un processus interne, un besoin interne, une attente interne. Et c'est un processus dans lequel le Maroc s'est engagé. Qui dit processus dit forcément un certain niveau de réalisation, d'autres qui sont en cours et qui pourraient intervenir. Il appartient de veiller à ce qu'effectivement, elles soient réalisées au fur et à mesure. Donc, il a confirmé ce principe, il a confirmé ce discours, a confirmé le processus, et il a également confirmé une démarche stratégique pour le Maroc. Les objectifs stratégiques du Maroc: 1, continuer à s'intégrer dans le processus de respect des droits de l'homme. 2, une vision stratégique au niveau de la région, continuer à développer sa présence économique au niveau régional et par la suite diplomatique, etc. Donc, en fait, à mon sens, c'est particulier parce que ça vient à un moment spécifique pour le Maroc, à un moment spécifique dans les relations du Maroc à l'international, confirmer une vision stratégique, quitte ensuite pour le reste du gouvernement à la mettre en œuvre, évidemment. À travers ce ton, il y a une véritable volonté de la part du souverain de mobiliser l'ensemble des franges de la population, de mobiliser... Bon, il y a eu un discours qui s'est adressé notamment aux responsables, aux partis politiques, mais là, le citoyen est placé au centre. Le souverain utilise même un ton où il place le citoyen dans la confidence, il le met au devant de cette problématique-là. Chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer dans le développement des provinces du Sud et dans la préservation de l'intégrité du territoire national. Dressia Zambia. Écoutez, il n'y a pas de consolidation de l'état de droit, c'est ce que Sa Majesté a dit, sans une citoyenneté active. L'État ne peut pas absolument tout seul tout faire, quelle que soit sa force et sa clarté de vision stratégique. C'est une démocratie consolidée, forte, c'est une démocratie où les acteurs politiques, les acteurs syndicaux, les associations, les institutions comme le Conseil national des droits de l'homme ou le Conseil économique, social et environnemental ou d'autres institutions jouent le rôle. Et donc cette mobilisation est nécessaire, elle est absolument vitale pour affronter les défis qui sont devant nous. Mohamed Bachir Rachidi, dans le cadre des consultations que vous avez menées pour la réalisation du rapport, on va rentrer dans le détail, dans le contenu dans un instant. Cette mobilisation du citoyen, cette implication, est-ce que vous l'avez ressentie à travers les consultations que vous avez pu mener? Il y en a eu, je crois, autour de 1500 et essentiellement dans les provinces du Sud. Tout à fait. Au fait, déjà dans le discours d'il y a un an, il y avait une recommandation pour que l'approche soit participative et c'était parmi les principes fondamentaux que nous avons retenus pour mener cette mission qui est celle d'abord de bien maîtriser la réalité de ces provinces avec ses habitants et avec ses acteurs, quel que soit leur profil, et après pouvoir construire un modèle conjointement avec tous les acteurs et toutes les forces vives de ces provinces. Et en tenant compte des spécificités justement qui ne peuvent être réellement maîtrisées que sur le terrain et par les populations. Et donc cette approche a été fondamentale pour pouvoir arriver aux résultats auxquels nous sommes arrivés et qui marque une rupture par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et nous espérons pouvoir voir que ces recommandations voient le jour et puissent porter leurs fruits pour la prospérité de ces provinces, dans l'intérêt non seulement des provinces et du Maroc, mais dans l'intérêt de toute la région pour un espace euro-méditerranéen qui bénéficierait de la paix
paix et de la prospérité. Du développement et de la sécurité, effectivement, dans une région qui en a besoin. Abdelmounaïm Dilami, cette mobilisation, ce ton qui a été donné par le souverain, cette approche, finalement, est-ce qu'elle implique également une nouvelle démarche dans le sens où il faut que les différentes franges de la population prennent les devants, ne se laissent pas déborder par les autres partis dans la gestion de ce dossier ou dans la gestion de leur propre agenda? Il faut être au premier plan. Absolument, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Nous sommes dans une phase historique où le Maroc, la société marocaine est en train de passer d'une société, d'un État paternaliste à un État de droit, un État démocratique. Qui dit État de droit, État démocratique, dit également qu'il s'inscrit dans le processus des droits, du respect des droits de l'homme. Ce processus-là, la mise en œuvre de cette démarche, cette mutation d'une société, quand on dit société paternaliste, quelque part, on dit féodale. Hein. Mais chaque société a ses particularités. Moi, je préfère, s'agissant du Maroc, l'appeler plutôt paternaliste pour un tas de raisons. On assiste à une véritable émancipation d'une certaine manière. Exactement. Et par conséquent, ce passage-là suppose forcément, il ne peut pas se décréter d'en haut uniquement. Les législateurs adoptent les lois, c'est certain, etc. Mais c'est un processus qui appartient à l'ensemble de la société. Il faut que la société épouse ce processus-là. Moi, à mon sens, les Marocains ont parfaitement compris et sont en train de s'intégrer dedans. Si on regarde les différentes associations, la société civile, les revendications, les exigences qu'elles expriment parfois, etc., la mise en œuvre de la mutation se déroule. Elle est là. Pardon. Et l'intervention du chef de l'État vient justement à un moment pour confirmer, encourager cette mise en œuvre. Mais c'est un processus. Ce n'est pas une décision qui se décrète et le lendemain, elle est complètement intégrée et appliquée. La mutation d'une société, c'est pas ailleurs, ça a pris des générations. Nous sommes en train d'essayer de faire cette mutation en une seule génération. C'est déjà énorme à mon sens. Se mobiliser, c'est aussi montrer tous les efforts qui ont été accomplis en matière de préservation des droits de l'homme. Cette question qui est centrale des droits de l'homme, qui a été au centre des accrochages entre le Maroc et l'Algérie ces derniers jours. Finalement, Driss Liazami, quelle responsabilité ou de quelle manière est-ce que vous pouvez montrer au regard de la communauté internationale, que le Maroc a évolué, il a fait des progrès, il y a des acquis, il y a des choses qui ont été faites, et vous êtes d'une certaine manière le porte-voix de ces réalisations-là. On a le sentiment, au regard de ce qui peut se dire parfois à l'international, qu'on n'en est pas encore tout à fait conscient. Écoutez, il y a un proverbe français qui dit il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais globalement, la communauté internationale, d'abord, il faut le dire, reconnaît sans aucun problème le travail du Conseil national des droits de l'homme et les efforts du Maroc. Le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité l'année dernière a cité 11 fois le Conseil national des droits de l'homme. L'envoyé spécial, M. Ross, du secrétaire général, reconnaît notre travail. Le Parlement européen et la Commission européenne reconnaissent notre travail. On a un statut avancé avec l'Union européenne qui n'a pas été remis en cause. Et on est avec la Palestine, le seul pays partenaire pour la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Personne aujourd'hui, personne, y compris parfois quelques adversaires du Maroc, ne peuvent méconnaître cet effort. Bien évidemment, lorsqu'on ne veut pas voir et qu'on est dans la polémique, il y a d'une certaine manière rien à faire, même si on peut essayer. Qu'est-ce que nous faisons sur le terrain ? 1, il y a 3 commissions régionales, 2 dans la zone internationalement disputée et une allant de Tantan à Guelmim, puisque historiquement, linguistiquement, anthropologiquement, c'est la même région. Donc 3 commissions régionales. Ça fait autour de 90 militants et militantes des droits de l'homme. Ces 3 commissions régionales, avec leur administration, sont ouvertes quotidiennement aux doléances des citoyens. Troisième chose, nous avons, pour les constituer, rencontré tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, quel que soit leur point de vue politique, en leur disant le référentiel des droits de l'homme a sa propre philosophie et à sa propre méthodologie. Marhaba, venez travailler si vous parlez réellement des droits de l'homme. Nous avons organisé, avec des partenaires, un grand séminaire international de Dakhla pour l'ouverture du musée de Dakhla, et l'appel du concours international a été lancé. Nous avons participé de manière active aux 2 Moussem de Tantan. Nous avons produit la première anthologie de musique hassani. Ce travail est incontestable. Il y a d'autres projets à venir. Les actions, les réalisations ne manquent pas. On est là pour le constater de l'intérieur. Malgré tout, pourquoi est-ce que l'Algérie s'entête tant à agiter régulièrement ce chiffon rouge de la protection des droits de l'homme, en particulier dans les provinces du Sud? Khalid Chegraoui. Je veux continuer un peu sur ce qu'a dit M. Liazemi. Moi, j'ai assisté au séminaire de Dakhla.
là. Et chose extraordinaire, parce que tout le séminaire a été filmé par la chaîne locale de l'Aïoun et ça a été transmis en direct. Et il faut voir le monde qu'il y avait. Et il y avait un débat extrêmement serein, même qu'il y avait des représentants d'une certaine société civile des îles Canaries qui se positionnaient pro-séparatistes. Et ils étaient là, ils ont bien vu. Donc, comme disait M. Liazemi, sauf si on ne veut pas voir les choses et les réalisations qui étaient en place. Alors, pour revenir à la question de l'Algérie, là, la question est beaucoup plus complexe. On est en face d'un voisin qui est un partenaire historique avant que ça soit un partenaire politique et social. On a énormément de choses en commun, mais le problème est qu'on a deux États qui sont en place dans un espace régional très compliqué sur le plan de la géostratégie internationale, locale et continentale. Le problème aussi, c'est qu'on a deux régimes complètement différents qui sont en pleine contradiction depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Le problème aussi, c'est qu'à travers cette histoire qu'on a en commun et qu'on a érigée en commun jusqu'en 62, je dis jusqu'en 62, et à partir de 62, ça va être le clash. Car là, on va passer d'un mouvement de libération en Algérie basé sur un processus politique, bien sûr avec une aile militaire, mais qui va complètement se transformer vers la prise en main d'une aile militaire de tout ce processus. Bien sûr, on va passer par la question de la guerre froide. Chaque pays va se positionner de part et d'autre, l'un occidental, disons clairement le Maroc, l'autre pro-oriental, l'Algérie. Et bien sûr, il y aura énormément de changements sur le plan économique. Et là arrive la question du Sahara. Quand on regarde ce problème à partir des années, bon, parce que le problème quand même, il va falloir le reprendre dans ses origines historiques. Et je pense que dans ce cadre-là, le Maroc quand même a failli un tout petit peu à ne pas faire. En fait, on a mal géré l'historique de ce processus de décolonisation sur le plan international. Or, la demande de la décolonisation, elle est beaucoup plus ancienne que ce qui est arrivé en 1975-1976. Effectivement, c'est un processus à long terme. On a touché les Nations Unies. Il y a eu des dérapages de temps à autre quand même dans cette demande, de par le fait qu'on a oublié un certain nombre d'acteurs qui se sont par la suite positionnés en tant que séparatistes. Et avant même, ils s'étaient positionnés dans un processus, même je dirais révolutionnaire à la Che Guevariste, à partir du Sud pour libérer le Maroc d'une certaine monarchie à l'époque qu'on considérait comme étant antidémocratique. Mais le fait est là. Et c'est un processus de décolonisation qui a été entamé au départ avec l'Algérie, en collaboration avec l'Algérie de Houari Boumedienne et de la Mauritanie de Mokhtar Ould Daddah. Et les choses, d'ailleurs, ça ne sont nullement seulement mes dires ou les dires des historiens marocains. Il suffit de revenir, par exemple, aux mémoires de feu Mokhtar Ould Daddah. Il le dit clairement que les choses étaient en commun accord avec les trois présidents, les trois dirigeants de l'époque, feu Hassan II, feu Boumedienne et feu Mokhtar Ould Daddah. Le problème, c'est que les choses ont changé. On a un problème, un véritable problème de leadership dans la région. On a un problème aussi de constitution de l'État-nation. Le positionnement, effectivement, dans la région, ça c'est un des points de friction. Malgré tout, est-ce que finalement le dossier du Sahara, le voisin marocain Abdelnaïm Dillami, n'est pas un peu le point, le bouton sur lequel on appuie quand ça va mal au plus haut niveau de l'État algérien? Moi, je crois qu'il faut bien comprendre un phénomène qui se déroule, c'est que le Maroc, sur le plan de la question des droits de l'homme, en fait, il est admis parmi ses partenaires que le pays a réalisé de grands progrès et qu'ils sont en train de se faire. Je pense que, comme disait Sidi Yazemi, avec l'Union européenne ou avec les principaux partenaires, ça ne pose pas de problème particulier. Par contre, effectivement, s'agissant de l'Algérie, il ne faut pas oublier que c'est un conflit larvaire. Notre collègue a expliqué le départ de ce conflit, etc. On est dans une situation de conflit larvé. Or, puisque sur le plan diplomatique, la position du Maroc s'est améliorée, il est évident que l'Algérie a fait pression du côté des ONG, de certaines ONG, pour essayer de mettre le Maroc en difficulté. Or, fait pression ou, dirons-nous, gracieusement doté. C'est ça. Bon, ce que donc ça soulève la question de l'utilisation des ressources. Si vous permettez, je préfère toujours présumer la bonne foi de l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ONG spécialisées droits de l'homme, tant qu'il y a quelque chose à critiquer, elles le critiqueront, c'est leur finalité, c'est leur raison d'être. Donc si en plus il y a un partenaire qui encourage et qui intervient par ailleurs pour pousser dans ce sens, donc je préfère employer le terme fait pression, disons d'une manière générale, tout ce que cela peut impliquer. Ce qui est important, c'est qu'en fait, elle a mené principalement son attaque de ce côté-là, du côté des ONG. Or, le Maroc avait quelque part négligé cet aspect, tout simplement parce que, vous savez, considérant qu'il est dans son bon droit, que les choses se passent bien, donc il n'y a pas lieu d'élargir l'action.
Il y a un point qui est important, qu'on oublie souvent au Maroc, c'est que l'Algérie, j'allais dire les services algériens, c'est la culture de l'Europe de l'Est, des anciennes RDA, etc. Et l'action psychologique est un élément qui est considéré comme extrêmement important dans leur politique étrangère. Nous, le Maroc mène une politique étrangère diplomatique, mais n'a pas d'action psychologique de ses principaux services, etc. Pour l'Algérie, c'est important. Parce que... Mais au-delà de cette question des droits de l'homme, on peut comprendre donc la démarche qui est celle de l'Algérie et peut-être la défaillance qui a été celle du Maroc. Mais ces provocations à répétition, surtout dans le contexte actuel, plaçons le débat dans le contexte actuel, le contexte politique de l'après-Bouteflika. Est-ce que finalement, c'est pas la voie la plus simple pour sortir et masquer d'une certaine manière toutes les défaillances politiques et socio-économiques de notre voisin ? Absolument, parce que de toute façon, l'Algérie est actuellement dans une situation d'isolement dans le monde arabe. Par rapport aux autres pays arabes, les différentes prises de position qu'elle a adoptées fait qu'elle est diplomatiquement isolée sur le champ du monde arabe. Le Maroc a pris de l'importance. En fait, les enjeux qui sont passés ces dernières années, ou ces dernières 2 années, a fait qu'il a pris une certaine importance. Donc, elle agit là où elle peut, du côté des ONG. Or, c'est là où nous avons une faiblesse parce que nous avons négligé cet aspect-là. L'histoire de l'image de marque, le Maroc l'a quelque peu négligé, considérant que ça va de soi, que ce qui se fait peut parfaitement répondre de lui-même. Or, en fait, il y a une action quand même d'accompagnement qui doit se faire. Cela dit, du coup, les faiblesses internes ou les retards ou les choses qui sont à faire, qui ne sont pas encore faites, prises par d'autres, prennent beaucoup plus, une dimension beaucoup plus importante à ce moment-là. Les amis, alors finalement, ce qui est fait, on a vu ce qui était fait, on a vu que ce n'était pas forcément suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire encore plus ? Écoutez, il y a d'évidence dans les provinces du Sud, du point de vue des droits de l'homme, comme à mon avis dans d'autres régions du Maroc, un problème de modalité, de garantie du droit de manifestation pacifique. Nous avons un chiffre simplement. Nous avons au niveau national, en 2010, 2011, 2012, et donc bien avant le printemps arabe, autour de 20 000 manifestations et sittings au Maroc, dans tout le Maroc. Autour de 20 000. Lorsqu'on compare le nombre de manifestations de sit-in qu'il y a dans les provinces du Sud, c'est négligeable. Ces manifestations, de mon point de vue, révèlent justement cette société citoyenne. C'est-à-dire que les Marocains ont compris qu'ils ont droit à des droits et le demandent. Par exemple, en s'adressant au Conseil national des droits de l'homme, nous avons reçu entre le 1er mars 2011 et le 31 décembre 2012 52 000 doléances de citoyens, dont 13 000 personnes qui se sont déplacées dans nos locaux, dans nos commissions régionales. C'est-à-dire que pour les Marocains aussi, ce qui, à mon avis, montre une élévation que M. Dilami citait tout à l'heure, une élévation du niveau de conscience de nos citoyens. Les Marocains trouvent dans les droits de l'homme une valeur refuge. Et c'est de mon point de vue, les manifestations comme ceux de l'Alliance sont des signes de vitalité citoyenne. Non organisées, pas suffisamment organisées. Et donc nous avons à réfléchir ensemble sur comment exercer le droit de manifester pacifiquement, parce qu'il est garanti constitutionnellement et personne ne le conteste. Ça permettrait d'éviter ces détournements qu'on peut avoir à l'occasion à chaque fois de visites d'organisations internationales ou de représentants onusiens et qui sont montrés comme d'une certaine manière une défaillance dans la préservation des libertés fondamentales au Maroc. Vous n'avez même pas à réfuter un rapport documenté d'Amnesty International. C'est parfois 1 minute sur YouTube. Il suffit d'un geste, d'un agent d'autorité, et c'est devenu la violation. Si vous permettez, on a, à mon avis, aussi à adresser un problème de liberté associative. Et enfin, on a à encourager l'émergence dans la région d'acteurs qui peuvent être les partenaires de l'État dans la nouvelle démarche citoyenne des droits de l'homme, mais aussi dans la démarche de développement des provinces du Sud, esquissée par le Conseil économique, social et environnemental. Sur ce terrain-là, Sidi Lami, un mot, ensuite on voit Sirachidi. C'est exactement ça, le processus d'appropriation des droits de l'homme qui est en train de se faire par la société marocaine. Elle est en train de se l'approprier, et en fait pas forcément en conflit avec l'État d'ailleurs, en essayant de transformer l'État. Donc à mon sens, c'est la meilleure façon de faire la mutation pacifique pour une société. Maintenant, il faut quelque part que l'on se décomplexe. S'il est devenu banal que si des amis citaient 20 000 manifestations par an, ce qui en donne quelques centaines par jour, un peu partout, c'est banal, ça ne veut pas dire que c'est négligeable. C'est un mode d'expression.
Donc il faut qu'on cesse, parce qu'ils se retrouvent à l'international, de nous complexer et d'en faire une grosse affaire nous-mêmes. Il faut quand même que nous-mêmes, on soit quelque part à l'aise dans nos baskets en disant, bon... Il faut que les autorités soient à l'aise, mais comment est-ce que ça se manifeste en termes d'attente de la part des populations locales, notamment Mohamed Bachir Rachidi? Dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental, c'est un des points clés, une des revendications majeures, la préservation des droits de l'homme. Cette population-là que vous avez rencontrée, de quelle manière est-ce qu'elle exprime ces attentes-là qui sont juste un mot général et ensuite je reviendrai aux provinces du Sud. Je pense qu'effectivement, il y a un niveau qui est plus élevé en termes d'exigence, comme l'a précisé Sidi Lamine et ses liaisami, par rapport aux droits et par rapport au respect de ces droits. Donc ceci a conduit progressivement au changement de la Constitution, et nous avons une Constitution qui consacre les droits de l'homme dans le sens le plus large du terme comme étant des droits garantis et que tout citoyen doit en bénéficier. Je pense que justement l'évolution majeure qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça ce qui permet de changer même le rapport à l'international, c'est qu'on a de moins en moins de complexes à citer aussi bien les réalisations que les défaillances. Et c'est là où je rejoins un peu le travail que nous avons fait au niveau des provinces du Sud. Le rapport que nous avons, le rapport d'étape, qui a été le premier rapport de diagnostic et d'analyse de la situation, énumère aussi bien les réalisations et les avancées majeures que ces provinces ont réalisées en termes d'effectivité des droits. Et le rapport s'intitulait comme ça, l'effectivité des droits humains au niveau des provinces du Sud, que les défaillances. Et les défaillances, il y en a. Et je pense que c'est ça la nouveauté, c'est que au niveau officiel, au niveau aussi bien d'institutions, au niveau de l'exécutif ADA, mais surtout au niveau d'autres institutions de l'État, il y a une approche où on a un langage vrai. Et ce langage vrai coupe avec la polémique au niveau international, parce que ce qui est cité à l'international n'est pas toujours faux. Il y a des vérités, mais on ignore les réalisations et les avancées et on s'attaque aux manquements et aux défaillances. Maintenant que le Maroc se prend en charge et identifie clairement les faiblesses et sur lesquelles il y a des engagements pour travailler et pour les améliorer, je pense que c'est une évolution majeure. Pour revenir au rapport du mois de mars dernier, nous avons pris comme référentiel, bien sûr, la Constitution. Nous avons aussi pris la charte sociale qui a été retenue par le Conseil économique et social en décembre 2010. Pardon, 2011. En décembre 2011, bien avant que nous soyons en charge du dossier des provinces du Sud. Et nous avons fait un audit exhaustif, droit par droit, 47 familles de droits, et nous les avons déclinés en 107 objectifs, et nous avons identifié tout ce qui est réalisé et tout ce qui reste à réaliser pour permettre de garantir ces droits. Et comme ça a été cité, il y a plusieurs points qui font mal, notamment le droit d'association, qui n'est pas garanti de manière fluide et absolue dans ces provinces. Et le dernier rapport adopte également la même démarche sur des constats, sur les manquements. Est-ce que ce dernier rapport, Abdelmonem Dilami, lève également des tabous? Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller? Il lève effectivement des tabous et puis il fait un diagnostic critique de la situation. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on sache une chose. Il n'y a pas un droit d'exception pour le Sud et un droit pour le reste du Maroc. Nous sommes dans une société qui a élaboré un certain nombre de règles de droit qui doivent être valables partout. Et il faut effectivement qu'elles soient mises en œuvre de la même manière partout, que ce soit au sud ou au nord. Et c'est là où le bas parfois blesse, dans la mesure où on en arrive à considérer sur le terrain même qu'il faudrait peut-être appliquer un régime spécial. Ce n'est pas le cas. Le législateur marocain n'a pas prévu de régime spécial. Nous n'avons pas d'état d'urgence, nous n'avons pas de situation exceptionnelle dans une partie du territoire marocain. Nous avons un territoire tout entier à gérer avec la législation existante. Point à la ligne. Alors ce rapport, justement, puisque la question des droits de l'homme, finalement, elle est intimement liée à celle du développement socio-économique des populations. Dans ce dernier rapport, vous
placer la perspective à l'horizon d'ici 10 ans, donc autour de 2023, avec beaucoup d'ambition, 140 milliards de dirhams d'investissement, 120 000 nouveaux emplois créés, réduire le chômage de moitié, augmenter la population en âge de travailler de 2% par an sur les 10 ans. Des ambitions que vous comptez mettre en œuvre de quelle manière ? Alors déjà, je voudrais préciser que le modèle se projette en 2 temps. C'est-à-dire il y a une première phase qui est sur une échelle de 10 ans et qui permet de transformer le plein potentiel de ce qui existe aujourd'hui. Et en même temps de préparer de nouveaux leviers de développement pour la phase suivante qui, elle, s'étale sur 10 à 15 années supplémentaires. Et donc, c'est un modèle qui se projette sur 25 à 30 années globalement et qui permet d'abord de partir des vrais atouts de ces provinces du Sud de manière globale, mais aussi de manière spécifique région par région pour pouvoir transformer le potentiel et pour pouvoir orienter tous les investissements et tout le développement humain vers c'est-à-dire au profit de ces provinces et des populations. Donc le modèle, il a en philosophie, il faudrait exploiter tous les atouts pour générer de la valeur ajoutée locale et pour la création d'emplois et accompagner ça par du développement humain pour permettre l'intégration des populations dans ce nouveau modèle. Donc c'est ça la philosophie. Ça implique également, Drissi Azami, de changer d'une certaine manière le rôle de l'État qui était pourvoyeur de fonds d'une certaine manière jusqu'à présent, qui va devenir régulateur administratif et économique et puis attirer les investisseurs privés pour créer ces emplois. C'est quand même un sacré défi. Écoutez, moi je voudrais souligner, parce qu'on ne l'a pas fait jusque-là, une des inflexions de mon point de vue essentielle dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental et que Sa Majesté a traité longuement dans son discours, c'est la prise en compte de la spécificité culturelle hassani. Monsieur, sur le plan légal, on est dans les mêmes règles, mais il y a une spécificité culturelle, un pluralisme que la Constitution a reconnu, et il y a un accent important. Lorsque je parlais par exemple de cette anthologie de la musique hassani que nous avons réalisée avec des partenaires, ou le musée du Dakhla comme musée pour toute la région, ou le travail de Moussoum Tantan qui est classé patrimoine immatériel de l'humanité. Ou par exemple, aujourd'hui, une des demandes de la population, c'est la préservation des sites préhistoriques. C'est un trésor, le trésor en termes préhistoriques de la région est immense. Il peut aussi, non seulement... Comment vous convertissez ça en développement économique? Écoutez, en faisant du tourisme culturel, d'abord, en préservant les sites, en voyant, c'est notre patrimoine, deux, en formant des guides, et deux, en voyant, et lorsqu'il y a du tourisme culturel, il faut dès maintenant avoir un plan national avec une impulsion et l'implication, si possible, du privé pour sauver les sites les députés, les conseillers de la région ont soulevé ça depuis des mois et des mois. Donc il faut immédiatement agir dans l'esprit du rapport. Au-delà de cet aspect qui est effectivement direct, la culture, d'abord le modèle il est avec plusieurs axes et qui sont étroitement liés avec une forte articulation. Et le volet culturel est au centre parce que non seulement il permet d'exploiter ce potentiel qui peut avoir beaucoup d'importance dans l'avenir, mais il permet aussi d'exploiter le lien qu'il y a avec les voisins subsahariens, parce qu'il y a des liens culturels très forts et qui permet d'être un facteur d'intégration à l'échelle régionale et qui a des impacts économiques, sociaux et culturels multiples. Et donc ça, c'est au cœur du modèle, comme l'a précisé. Les provinces du Sud comme tremplin économique vers la coopération Sud-Sud. Oui, déjà, je prends l'exemple de la culture, parce que là, il ne faut pas dire que c'est tout simple. Il ne faut pas penser surtout que c'est simplement lié à nos provinces. Ce qu'on partage chez nous à Boujdour ou à Dakhla se partage aussi à Nouakchott, à Nouadhibou et au nord du Mali et au sud de l'Algérie. Sachez que la chaîne nationale de l'Ayoun, elle est captée en Mauritanie et très vue en Mauritanie. Le travail qui a été fait par le Conseil national des droits de l'homme concernant cette anthologie, c'est un travail extraordinaire. Parfois, on ne mesure pas le poids de nos réalisations. Il faut quand même les mettre en valeur et savoir les peser nous-mêmes avant de voir les jugements des autres. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce n'est pas seulement une anthologie d'une musique et d'un village. C'est toute l'anthologie de la musique bédane. Et quand je dis l'ère bédane, c'est du fleuve Sénégal
jusqu'à Ouadnoun, Ouadra, et on peut aller jusqu'au nord du fleuve Niger, jusqu'à la région de Touet, au sud de l'Algérie et Tamanrast. Donc c'est tout un espace qu'on est en train de préserver. Et là, je pense que toutes ces populations vont se reconnaître dans cette action. Et bien sûr, il va y avoir beaucoup d'autres exigences chez le voisin, beaucoup plus que ce qui existe chez nous. Alors, en ce qui concerne le développement, bien sûr, c'est normal, parce que là, quand on parle du Sahara, je pense qu'il est désuet aujourd'hui de parler du Sahara comme un désert, comme un espace non formé. D'ailleurs, toute l'histoire de ce Sahara, c'est une histoire de traversée. Ça n'a jamais été un espace infranchissable. C'est un espace qui a toujours vécu à travers les allers-retours entre la rive nord du Niger, la rive nord du Sénégal, et bien sûr toutes les rives sud, que ce soit du Ouadra, du Ouadnoun et des autres oueds, que ce soit en Algérie, en Tunisie. Et la principale activité économique se passait dans cet Occident. Je parle de tout le Maghreb. Ça, sur le plan historique et en termes de potentiel de coopération avec nos voisins africains. Je dirais, si on reprend un exemple assez douloureux et même édifiant en même temps, la question du Mali, d'ailleurs, on pourra en parler par la suite. Le Mali est un espace historique plusieurs fois centenaire. Mais c'est un espace qui a toujours vécu dans un espace désertique avec une indigence économique terrible. Mais les problèmes économiques que vit le Mali aujourd'hui n'ont aucun rapport avec la richesse de son histoire d'antan. Tout simplement car le Mali avait des relations continues avec ce Sahara, avec le sud marocain et le sud des autres pays maghrébins. Et je pense qu'il va falloir remettre le Sahara dans cet espace de relations. Et le positionnement du Maroc dans la région également. On va l'évoquer dans un instant. Revenons au développement économique et aux ambitions qui sont affichées dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental. On le disait, développer des investissements, faire du tourisme par exemple en mettant en avant le levier culturel. Ça implique d'attirer les investisseurs, ça implique également de savoir quel type de régime fiscal est-ce qu'on adopte. Est-ce qu'on garde le régime fiscal actuel? Est-ce qu'on l'aménage? Comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, je crois que le principal apport, je m'excuse de le ramener à ça, mais à mon sens, c'est vraiment la philosophie. Le principal apport du rapport du CES, c'est qu'en fait, il a clairement dit qu'il faut mettre un terme au système de l'assistanat parce qu'il empêche la construction d'un modèle économique sur place dans la région. Et puis après, il se décline en tout ce qu'il est possible de faire, ce qu'il faut faire, etc. Et à mon sens, c'est là le vrai enjeu. Comment passer d'un système assisté, y compris fiscalement, etc. Encore que les exceptions fiscales ne sont pas vraiment un problème si elles répondent à un objectif. Mais en tout cas, comment passer d'un système, un modèle économique d'assisté, à un modèle économique réel qui se déploie selon les possibilités du marché du pays, du marché local, etc. Comment intéresser le privé? Exactement. Il faut d'abord qu'il y ait un marché économique pour que le privé puisse intervenir. Tant qu'il y a le système d'assistanat, il n'y a pas de marché normal possible. Cette offre, justement, est-ce qu'elle existe? C'est pour ça que j'ai parlé d'un modèle où les axes sont articulés. Au fait, il faudrait créer un cadre d'investissement qui est attractif et qui permet de mettre en avant les atouts et les vraies potentialités de ces régions. Et quand on parle, pour être concret, on a identifié quels sont les secteurs productifs à fort potentiel. Il y a ceux qui existent, mais sur lesquels il y a moyen... les énergies, exactement, les minerais. Et tout ce qui est autour des ressources naturelles, le tourisme, l'agriculture, même si on peut dire que c'est dans les ressources naturelles aussi, puisqu'il y a la terre, il y a l'eau. Et tout ça, ça existe, mais d'une manière où la valeur ajoutée est loin d'être au niveau optimal. Et pour qu'elle le soit, il faudrait d'abord créer un cadre qui donne de la visibilité au secteur privé pour que l'investissement soit sécurisé et pour qu'on soit dans une logique productive plutôt que d'être à la recherche de la rente. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait n'est que de la rente. Mais par contre, la logique prédominante était de la rente et avec les gens qui n'ont pas de débouchés, où on est obligé de les soutenir. Avec la rente, ça veut dire que vous l'éradiquez? Bien entendu, c'est une rupture avec la logique de rente. On est dans une logique où on passe à un système productif de valeur ajoutée et d'emploi. Et pour
pour pouvoir couvrir ces emplois et qu'ils profitent aux populations des provinces du Sud, il faut accompagner avec des mesures de requalification, de formation, d'éducation. Et dans l'éducation, il faut intégrer le Hassani, il faudrait que ça soit le ciment qui permet de consolider tout ça et prendre en considération justement ces dimensions spécifiques dans la culture Hassani, mais pas seulement, il y a aussi les cultures amazighes, parce que quand on parle de Guelmim, il y a la convergence de plusieurs cultures, arabes, amazighes et Hassani, et tout ça fait une richesse très importante qu'il faut exploiter pour réfléchir l'intégration autrement que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et cette intégration passe par bien entendu des filets sociaux qui permettent de cibler les populations qui ont réellement besoin, mais dans un esprit où certains continueront à être soutenus parce qu'ils sont des handicapés, les femmes veuves, les hadas, mais il y a d'autres où la logique pour la plupart étant de les accompagner pour les intégrer dans un système productif et où ils vont accéder au travail et où ils vont retrouver la dignité. Et la dignité est un élément essentiel dans la culture de ces provinces du Sud et il faut qu'elle soit mise au centre de toutes les actions. Vous parlez de nouvelles ressources, de nouvelles activités. Bon, il y a les activités existantes. Quel est l'autre potentiel qui peut exister dans la région? Déjà, il faudrait faire dans le modèle, il y a un volet recherche et développement et innovation qui est un volet important pour pouvoir aller au-delà de ce que nous faisons avec l'existant. Quand on parle de l'agriculture, il y a tout ce qui tourne autour des cactus, les cactopoles, et avec de la valeur ajoutée autour de cela. Au niveau de la pêche, il y a moyen de pouvoir avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante en faisant de la recherche et développement et en transformant cette ressource naturelle autrement que pour de la farine et de l'huile de poisson. Donc, et quand on parle aussi de préparer de nouveaux leviers économiques, ces provinces, en termes de couverture de recherche et d'exploration de ressources minières et hydrocarbures, elles restent très faibles comme couverture. Et justement, malgré, il y a eu une accélération sur les 5 dernières années, mais il faut aller bien au-delà pour permettre à ce qu'on puisse réellement identifier le vrai potentiel de ces ressources minières et hydrocarbures et qu'elles puissent être des ressources qui alimentent une nouvelle dynamique, un nouveau niveau de développement pour au-delà des 10 années à venir. Il y a un rôle donc à jouer sur le plan économique. Cela veut dire qu'il faut faire venir les investisseurs. On a déjà un régime fiscal qui est particulièrement attrayant. Les investisseurs ne répondent pas forcément présents. Ça pose un problème, les amis, en termes de préservation et de développement des droits économiques et sociaux. Écoutez, quelle est l'ambition, à mon avis, double de ce que nous faisons actuellement comme Conseil national des droits de l'homme, comme nouvelle approche, et l'ambition de ce rapport? C'est de penser que des citoyens dont les droits civils et politiques sont préservés, une gouvernance qui est rénovée, je crois que c'est un des domaines essentiels dans le rapport et que nous constatons dans tous les jours, des citoyens responsables d'eux-mêmes et avec une décentralisation, une déconcentration. C'est aux législateurs, au gouvernement d'en voir les formes. Mais en termes de principe, c'est aussi une déconcentration, une décentralisation significative pour que la décision soit de plus en plus celle des citoyens. C'est celle qui permettrait, c'est ça le pari, qui n'est pas gagné magiquement, mais c'est ça l'orientation, qui permettrait d'attirer des nouveaux acteurs économiques. Je veux dire, sinon, il n'y a pas de miracle. Si vous n'avez pas une société citoyenne, vous n'avez pas de développement. Ce lien entre les droits, ce lien entre citoyenneté, responsabilité et en même temps créativité, esprit d'entreprise, c'est d'une certaine manière la modernité d'aujourd'hui. C'est comme ça que toutes les sociétés se sont développées. Abdelmonem Dilami, ça veut dire qu'il faut activer le levier de la responsabilité sociale et de la citoyenneté des entreprises, des grands groupes marocains. Et aussi des citoyens sur place eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut accélérer le processus de modernisation de la société marocaine dans les provinces du Sud également. Pour moi, il est absurde de faire la distinction parce qu'en fait, c'est lié. Nous sommes en raisonnant en termes économiques, nous sommes dans un seul marché. Et par conséquent, il ne faut pas croire qu'on puisse faire évoluer l'un ou l'autre selon des modèles différents. Nous sommes dans un seul marché, tout le pays, et c'est à partir de là que ça peut se développer. Maintenant,
Pardon, oui, vas-y. Cette dimension de... excuse-moi, c'est Idriss. Je pense, par rapport à cette question de marché unique, et pour revenir à la question de fiscalité, ce que le modèle propose, c'est on ne propose pas de taux, mais par contre on dit qu'au niveau de l'IS et de l'IR, qu'il y ait des taux qui soient attractifs. Par exemple, on peut imaginer que ce soit moitié par rapport à des régions normalisées, bien qu'il y ait des régions, d'autres régions qui bénéficient de conditions fiscales particulières. Par contre, justement, comme on est dans un marché, le même marché, la TVA, ça ne peut être que contre-productif, puisqu'il ne sert pas aux acteurs économiques, la TVA devant être neutre pour les acteurs économiques, et on voit au niveau du diagnostic que ça ne profite pas aux citoyens. Les prix ne sont pas impactés par cette situation de fait, puisqu'il n'y a pas de défiscalisation officiellement, mais c'est une situation de fait. Donc, avec cette logique-là, d'abord, on a une normalisation du marché et par conséquent moins de pratiques illicites à travers la TVA. Et deuxièmement, nous avons un cadre qui donne de la visibilité, qui donne de l'attractivité, mais de l'attractivité maîtrisée et sur laquelle on peut construire. Plus incitatif. Idriss Yazami, une réaction. Je voulais simplement dire que, et si on peut rejaillir sur votre question, que dans le discours royal, comme de mon point de vue dans le discours qui a été adressé aux parlementaires lors de la session d'ouverture, il y a un appel à la mobilisation de tous les acteurs. Il y a un appel à être présent dans les provinces du Sud. Les entreprises, mais aussi les acteurs politiques, les acteurs associatifs, les acteurs sportifs. Il faut se dire tout simplement qu'il y a par exemple 5 ans, il y avait des équipes de foot dans les quartiers de l'Aïoun. Des équipes de foot. Et il y avait des milliers de gosses qui étaient impliqués dans des matchs, dans des coupes, etc. Aujourd'hui, ce projet a disparu. Donc et vous avez raison de le dire, il faut que les entreprises aillent voir, il faut que les Marocains aillent faire du tourisme à Dakhla. C'est une zone magnifique. C'est une zone absolument magnifique. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une liaison quotidienne. Il faut que, donc, aussi, et je pense que ça fait partie de la vision royale et de ce qui est aussi dans le rapport, mais aussi ce que nous constatons. Pour le Conseil national des droits de l'homme, nous avons 13 commissions régionales. Mais nous prêtons une attention particulière aux 3 commissions régionales du Sud. Cela ne veut pas dire qu'elles sont privilégiées par rapport aux autres, mais elles sont portées, elles sont accompagnées, par exemple, par l'ensemble du Conseil national. C'est très juste ce que vous dites. Vous venez d'évoquer un terme qui est central également quand on parle du dossier des provinces du Sud, du dossier du Sahara marocain, c'est celui de la régionalisation, et en particulier la régionalisation avancée. Cette région ces régions sont considérées comme des régions pilotes, modèles, par rapport à ce qui va être mis en œuvre au niveau national. Le fait de faire de ces provinces du Sud un modèle pilote pour le reste du royaume, quelle image est-ce que ça renvoie d'une certaine manière à l'international et qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'impulsion sur l'ouverture du Maroc vers le Sud? Vous savez, déjà, quand on parle du Maroc, il faut quand même le remettre dans son espace beaucoup plus africain. Aujourd'hui, on a énormément de problèmes avec le Nord, donc revenons à notre espace continental. Et c'est là où les provinces sahariennes recouvrent leur plein intérêt et leur pleine centralité dans la chose. Déjà, le modèle prôné par le Maroc concernant la régionalisation est un modèle extraordinaire. En principe, premièrement, pour les résolutions des problèmes internes, pour les résolutions de tout ce qui concerne les conflits internes, que ce soit d'identité ou de droit à la différence dans l'unité. Car en Afrique, on a énormément de problèmes liés à cette question de droit à la différence et on n'arrive plus à savoir comment gérer ces droits à la différence. D'ailleurs, on est dans une forme de territorialisation de ces demandes de droits, même à une autonomisation de ces droits, ce qui peut aller à des dislocations totales d'un certain nombre d'États. D'ailleurs, on est en Afrique dans une contradiction totale. Tous les pays africains prônent l'unité africaine et on est en phase, tous presque, de soutenir des mouvements séparatistes chez l'un ou chez l'autre. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va réunir ou on va pouvoir faire exister cette Union africaine. Et ce projet, je pense que c'est un projet leader, premièrement, en résolution des conflits sociaux internes au sein des sociétés africaines et principalement dans la nôtre, déjà, le Maroc. Je pense que c'est un projet qui peut prétendre à être un modèle de résolution et de justice transitionnelle, je dirais même, pour un certain nombre de pays qui vivent la même situation. D'ailleurs, le problème n'existe pas seulement au Maroc, détrompez-vous, parce que c'est la même chose, ce qui s'est passé au nord du Mali, ce qui se passe en Casamance, ce qui s'est passé au Nigeria. Tous les pays africains vivent la même situation à des degrés différents. Bien sûr, tout dépend du voisin qu'on a.
et de l'argent qui est mis sur la table pour financer tel ou tel groupe. Le Congo démocratique, c'est un peu ça. Donc je dirais que c'est un modèle extraordinaire de gestion des conflits internes, c'est un modèle extraordinaire aussi de gérer la demande au droit à la différence dans un cadre unitaire, et c'est surtout un modèle extraordinaire de développement de la notion du citoyen au sein d'un État, car on passe de l'idée d'un sujet à l'idée d'un citoyen. Et si on veut recouvrir tous nos droits démocratiques, parce qu'on est demandeur de droits et on est avis de droits, il faut que ça continue. Il faut aussi qu'on assume notre position en tant que citoyen. Il ne faut pas que chaque fois que j'ai un besoin, il faut que je crie à l'État-providence. L'État-providence a fait faillite depuis belle lurette, que ce soit en Europe et surtout chez nous. Donc je pense que c'est un modèle extraordinaire. Et le problème aussi, c'est que quand on parle des provinces sahariennes, on ne se limite pas seulement au Royaume du Maroc. On est limitrophe à la Mauritanie et il y a d'énormes intérêts en commun. C'est presque le même tissu culturel, c'est presque le même tissu social. Et il y a énormément de possibilités de coopération avec cet espace et il y a énormément de liens avec le nord du Mali. Et je dirais même avec le sud-est, le sud-ouest de l'Algérie, car on ne peut penser un modèle de développement au sein de nos propres frontières. Les frontières politiques n'ont aucune existence quand on veut repenser nos projets de développement locaux. Je comprends bien ce que vous dites. Donc finalement, ces provinces du Sud ont un rôle pivot puisqu'elles sont tournées vers l'intérieur et elles font prendre conscience de la citoyenneté aux Marocains et de la responsabilité qu'ils ont dans le développement de leur pays. Et puis pivot aussi parce qu'elles sont tournées vers l'extérieur à travers les liens qui peuvent exister en termes de développement économique, développement de la coopération et de relations avec nos voisins africains. Qu'est-ce que ça peut apporter? Le souverain de tête disait que les provinces du Sud sont d'une certaine manière le prolongement africain du royaume. Parce que ça maintient une continuité géographique d'abord avec le reste. Ça permet un lien direct avec le reste, c'est évident. Mais je crois que là, il faut quand même garder en tête que la présence ou le développement de la présence marocaine en Afrique actuellement est en train de devenir beaucoup plus importante et beaucoup plus large que cela. Elle se fait essentiellement et principalement sur le plan économique d'abord. Vous savez que maintenant, la plupart des grandes entreprises marocaines, en fait, ont commencé à investir dans différents pays africains, avec succès d'ailleurs. Et ce qui est une excellente chose, c'est que l'image économique du Maroc s'est développée énormément dans ces pays. Le Maroc en sort grandi. En quelque sorte. À la faveur notamment également des tournées de Sa Majesté dans ces différents pays. En plus de cela, les tournées de Sa Majesté le Roi ont contribué à renforcer cette présence, mais aussi à lui donner une dimension politique et diplomatique. Je crois que le Maroc, et je pense que l'État marocain l'a compris, y compris les opérateurs, parce que tout à l'heure on disait est-ce que les investisseurs vont venir? Ben, les investisseurs, quand il y a un marché qui est bon, ils y vont. Il n'y a pas besoin. Les investisseurs marocains sont présents au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils y vont. Il n'y a pas de souci. Dès lors que c'est bon, le marché est là, ils y vont. Mais je pense que ça aussi, ça a un petit peu exacerbé nos voisins quelque part. Ils avaient tendance à considérer que sur le plan politique, l'Afrique était quelque part leur chasse gardée, notamment depuis les déboires du Maroc avec l'OUA. Je pense que cette offensive que mène le Maroc est une offensive d'abord économique et ensuite politique sur le continent, a quelque peu exacerbé les tensions. Tessia Zami, le Maroc présent au Mali, le Maroc modèle en matière de régionalisation avancée, le Maroc fervent défenseur de la coopération sud-sud, ça a l'air d'en déranger certains. Écoutez, ce qu'il y a derrière, à mon avis, ce que nous sommes en train de vivre, et peut-être qu'il faut aussi plus l'expliciter, il y a un partenariat avancé avec l'Europe, un statut avancé. À ce jour, nous sommes le seul pays de l'Union, enfin du pourtour méditerranéen. La Turquie a un processus parallèle qui n'est pas au fond plus avancé d'une certaine manière, hein, même si la société turque est plus dynamique. Et le Maroc est le seul pays qui a ce statut avancé. Il y a la dimension politique et économique. Qui est basée sur la base. Oui. Un statut avancé à l'horizon, c'est quoi? C'est participer à tout l'ensemble des délibérations, de l'activité des projets de l'Union européenne, sauf le droit de voter lorsqu'il s'agit de voter. Mais c'est un horizon. Et il faut qu'on travaille et sérieusement pour y arriver. Deuxièmement, il y a cette orientation qui prend un fond historique que M. Chgraoui a explicité plusieurs fois. Je veux dire, la Tariqa Tijaniya, le fondateur de la Tariqa Tijaniya, est enterré à Fès.
Donc pour les tijanes de tout le pourtour, il faut passer par phase pour accomplir aussi son rite. Donc il y a ce fond historique que Sa Majesté a réactivé de manière stratégique. Même en matière des droits de l'homme, modestement à notre niveau, notre expertise, et nous ne parlons pas de modèle, nous parlons de partenariat et de coopération, est sollicitée au Mali en matière de justice transitionnelle. Elle a été sollicitée et utilisée au Togo. Nous avons maintenant un projet avec, j'étais encore ce week-end, à l'association francophone des institutions nationales, qui sont les institutions nationales des droits de l'homme de ces pays. Et on est sorti avec plus de 5 projets de coopération et de partenariat. C'est donc, à mon avis, cet appel à la responsabilité qu'il faut retenir. Un prolongement vers un ensemble géostratégique qui est l'Union européenne et un ensemble africain qui est en expansion, et avec l'espoir que sur nos frontières, ce projet puisse se compléter. Étant donné, Khalid Chegraoui, le constat qui vient d'être fait au niveau interne, au niveau extérieur, de par les relations privilégiées que nourrit le Royaume avec l'Europe, avec ses voisins africains, pour revenir à ce conflit du Sahara, ce dossier du Sahara, est-ce que d'une certaine manière, au rythme où va le Maroc, il n'aura plus lieu d'être? Il risque de se résoudre de fait, d'une certaine manière, même si les instances internationales continuent à œuvrer. C'est l'espoir. C'est l'espoir que ça arrive un jour, que ce problème n'ait plus lieu d'être. Seulement, il va falloir quand même remettre un peu quelques pendules à l'heure. On est toujours en train de traiter le problème d'une certaine manière, à mon avis, juste en termes historiques, en termes anthropologiques, quand les instances internationales le traitent en termes de droit international. D'ailleurs, le droit international, quand même, est un droit qui a été produit et mis en place par des forces colonialistes des années 40 et 30. Il ne faut pas se leurrer sur ce volet-là. Chose importante aussi, c'est que avec la consolidation des rapports économiques avec l'Afrique, et je pense que toute l'action économique et toutes les actions de coopération, et là il va falloir souligner ce mot parce qu'il est très important quand on parle du continent africain, ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Et quand on parle des autres pays, ce ne sont pas l'autre, ce n'est pas l'étranger, c'est une partie de nous-mêmes. D'ailleurs, on n'existe que si et ils existent. On est déjà africain de par notre géographie, de par notre culture. C'est vrai qu'on est arabe, qu'on est méditerranéen, qu'on est amazigh, qu'on est juif, qu'on est un tas de choses. On est un peu plus multiple, mais on est aussi africain. Le problème, c'est qu'on a tendance parfois, et on avait beaucoup plus avant que maintenant, de parler de l'Afrique comme étant l'autre. Je pense que les tournées de Sa Majesté, toute la politique économique du Maroc vis-à-vis de nos pays, des pays migratoires. Oui, bien sûr. Là, c'est un modèle extraordinaire. Là, il va falloir en parler. Je le dis toujours, c'est qu'on ne fait pas toujours la publicité de nos actions positives. Le problème, c'est qu'on laisse toujours les autres parler de ce qui est seulement négatif chez nous. Alors, je dis que donc les visites royales, l'activité économique, elle ne gêne pas seulement le voisin. Le voisin, déjà économiquement, même avec toutes ses richesses, est faiblement présent. D'ailleurs, les moyens, les structures économiques du voisin ne s'y prêtent pas à l'investissement ailleurs, du moment que c'est une économie complètement rentière. Mais ça gêne énormément un certain nombre d'autres pays qui ont un peu la même envergure que nous, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Kenya, que ce soit un certain nombre d'autres pays. Mais je pense qu'il va falloir redéfinir la politique avec ces pays en termes de coopération, en termes de partenariat, même avec ceux qu'on considère comme étant des ennemis de la cause marocaine. Chose très importante, et là c'est juste anecdotique, j'ai un ami malien, on a beaucoup de relations avec le Mali, c'est plusieurs fois millénaires, le Mali et le Maroc. Et après la visite royale, cet ami malien m'avait dit une chose, il m'avait dit, vous les Marocains, vous nous avez oubliés. Et je comprends pourquoi vous nous avez oubliés, parce qu'il y avait la question de l'Algérie, la frontière de plus de 1200 km avec l'Algérie, et vous ne voulez pas vous mouiller dans nos affaires. Mais vous nous avez oubliés. Mais avec 3 jours de présence de Sa Majesté, le Maroc est revenu même plus que 20 ans en arrière. Et je pense que ce legs, cet héritage symbolique, que ce soit de Imarat al-Mouminin, des commandeurs du croyant, que ce soit nos relations religieuses, que ce soit le malikisme. Avec la formation, par exemple, des imams maliens. La Zawiya Tijaniya, la Zawiya Qadiriya, l'ensemble. Savez-vous que les jeunes étudiants dans les écoles coraniques, que ce soit à Tombouctou, à Gao, à Kida, n'importe où au Mali, ont le même corpus que n'importe quel étudiant dans une école coranique à Tiznit ou je ne sais pas, à Ktama ou n'importe quelle région du Maroc. On a tellement de choses qui nous réunissent
qu'on peut établir des espaces de partenariat extrêmement importants pour nous. Et ça va être bénéfique pour résoudre et nos problèmes et leurs problèmes. Bien sûr, les choses ne vont pas être totalement faciles, mais je pense qu'on pourra dépasser toutes ces contradictions en vue de résoudre ce problème. Et l'économique, avec les droits de l'homme, pourront jouer un rôle primordial dans la résolution de ces conflits. Les amis, on va faire un dernier petit tour de table. Il y aurait tellement de choses à dire. Vous êtes président du Conseil national des droits de l'homme, mais également, je le disais au début de cette émission, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Dans le cadre de cette préoccupation qui est celle du Royaume vis-à-vis du développement des provinces du Sud, de quelle manière est-ce que la communauté marocaine à l'étranger, justement, peut jouer un rôle? Comment est-ce qu'elle peut s'impliquer également dans le développement de cette région et de ces régions du Royaume? Écoutez, parler de la communauté marocaine aujourd'hui, c'est parler d'un double processus, un processus d'intégration, d'insertion définitive dans les sociétés, en même temps un attachement culturel au pays et aussi un sentiment de fierté des réalisations qui se passent dans ce pays. C'est-à-dire que lorsque un pays, par exemple, d'origine vit une guerre civile, c'est pas comme et qu'on est originaire de ce pays, on n'a pas le même sentiment que lorsqu'on est originaire d'un pays qui essaie de réformer dans la difficulté, mais qui essaie de réformer. Donc, je pense qu'il y a ce sentiment, cette base. À partir de cela, il faut informer, donner aux gens des plaidoyers justes et pas de la propagande. Il faut donner des arguments, des plaidoyers, des argumentaires justes. Il faut que le Conseil national des droits de l'homme, sa responsabilité, le CCME, mais de faire connaître ce que nous faisons de la manière la plus simple possible, en disant voilà ce que nous faisons et voilà nos difficultés. Il faut que le rapport du Conseil économique social soit explicité à ces populations. À mon avis, je fais assez confiance aux talents, aux leaders de ces communautés pour utiliser ces argumentaires tout en étant loyaux envers leur pays, qui est devenu aussi leur pays, et tout en étant ce que dit la Constitution marocaine. Ce que nous demandons à la communauté marocaine et aux leaders de la communauté marocaine, c'est écrit dans notre Constitution, c'est d'être des passerelles entre les sociétés et les États des deux rives. Merci beaucoup, Driss Yazami. Mohamed Bachir Rachidi, une dernière question par rapport justement aux ambitions qui ont été affichées dans le cadre du dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental. Quelle est selon vous la condition sine qua non à remplir pour pouvoir mener à terme l'ensemble des réalisations que vous avez mises en avant? Une gouvernance qui permet de consolider tout ce qui a été imaginé comme approche et comme potentiel de développement, et donc passer de la primauté du sécuritaire vers la primauté du développement dans le respect de la nouvelle génération des droits de l'homme, économiques, sociales, associatives, et donc toutes les dimensions des droits de l'homme. Et ceci permettra réellement de transformer le potentiel en réalité en faisant jouer, et on n'insistera pas assez à ces provinces du Sud, un rôle important pour que le Maroc prenne pleinement sa dimension régionale au niveau de l'espace euro-africain, et que ces provinces soient un vrai hub au niveau de tout ce qui est connexion maritime, connexion aérienne, connexion énergétique aussi, et plusieurs propositions concrètes dans ce sens sont dans le rapport pour permettre même à court terme de transformer et de commencer à construire ce hub, et non seulement sur le plan de ces connexions, sur le plan économique, mais aussi sur le plan du savoir, en ayant des espaces universitaires et des instituts qui sont ouverts sur les pays africains amis, et ce sera aussi un facteur important dans cette intégration régionale. Abdelnaïm Dilami, une dernière question également pour vous. Le dossier du Sahara, c'est une actualité qui vous suit depuis de longues années dans votre carrière. Chaque année, vous titrez dessus dans les colonnes de vos supports. L'année prochaine, qu'est-ce que vous aimeriez titrer lors de la commémoration, lors du 39e anniversaire de la commémoration vous m'en voulez, c'est pour de ça la que marche vous posez verte. cette question. Non, moi, ce que difficile de prévoir ce qu'on pourra titrer ce que vous prochaine, aimeriez, du moins. Parce que, je m'explique, parce que manifestement, au Maroc, la situation évolue très vite sur tous les plans. On ne se rend pas compte, mais vous êtes jeune, je suis un peu plus âgé que vous. On est une société qui évolue extrêmement vite, et dans la difficulté
et dans les choses positives. C'est une société qui évolue très très vite. Par contre, moi, si j'avais à exprimer un point de vue général, je dirais que j'ai deux sentiments contradictoires, un satisfecit et puis un regret, quelque part. Le satisfecit, c'est que manifestement, le Maroc a amorcé un processus de modernisation de l'État marocain. Je pense que c'est un processus irréversible, parce qu'il est désormais pris en main par les citoyens eux-mêmes. Il n'est pas seulement décrété d'en haut. Et ça veut dire que les choses ne peuvent que aller de l'avant. Sur le plan économique, si on regarde, le Maroc a développé un partenariat solide et efficace avec le Nord, avec l'Union européenne, avec la France, avec l'Espagne, etc. Et ça consolide, ça ne peut que consolider notre économie, malgré les difficultés économiques qui existent dans le Nord. Et puis en même temps, il y a une stratégie d'élargissement vers le Sud, vers l'Afrique, qui commence à marcher et qui, ma foi, commence à donner des fruits. Donc si on regarde cet angle-là, on peut dire, oui, les choses évoluent finalement relativement bien. C'est pas parfait, mais elles sont en train d'évoluer et on peut être, disons, optimiste pour l'avenir. Par contre, il y a une faiblesse, et c'est là le regret, c'est que le Maroc n'a pas du tout une stratégie de communication. Or, à notre époque, on ne peut pas, n'importe quelle entreprise, vous pouvez fabriquer les meilleurs produits du monde, s'ils ne sont pas... Je ne dis pas propagande, hein, je parle com. C'est différent. La com, c'est une chose, la propagande, c'est une autre. Lorsque vous avez des ambitions aussi larges et une vision aussi large, et vous vivez une mutation aussi rapide, si ce n'est pas accompagné d'une stratégie de communication, une stratégie globale de communication, parfois vous avez des malentendus avec vos propres acteurs eux-mêmes, qui ne savent finalement, qui n'arrivent pas toujours à percevoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire exactement. C'est sur ce point-là, pour moi, où existe véritablement la faiblesse. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris part à ce débat. Merci pour vos éclairages et vos analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour cette édition spéciale. Un merci tout particulier à Reda Benjeloun et Jama Agol-Hassan. Très bonne fin de soirée sur 2M.